Lacan, nous et le réel, 95e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? La dernière fois, nous avons commencé à juste aborder la différence qu'il peut y avoir entre la demande et le désir, notamment en passant par la phase orale et la phase anale, qui se différencient en ceci que la demande, dans un premier temps, elle émane du sujet lui-même qui met lui-même en scène une contre-demande, c'est-à-dire moi correspond à laisse-toi nourrir comme contre-demande. Oui, mais pas entièrement, comme on l'a vu, parce qu'il s'agit de préserver le désir, et que le stade anal, lui, se différencie du stade oral par le fait qu'il y a une inversion, bien sûr, la bouche postérieure, on l'a vu, et surtout, c'est le fait que cette fois, la demande émane de l'autre, et donc que le principe de plaisir va être la satisfaction de l'autre. C'est faire plaisir à l'autre. Donc là, nous sommes dans une dimension qui va engager, comme on l'a déjà vu, le rapport à l'autre qui va perdurer et influer sur ce qu'on appellera plus tard le stade génital. Mais entre-temps, donc, on va voir qu'il va se passer quelque chose, que ce quelque chose est... Le mot chose dans quelque chose n'est pas superflu, parce que effectivement, là, il se passe quelque chose de très trouble dans lequel on a du mal à y voir clair. Et pour ça, donc, nous allons revenir un petit peu sur ce stade anal où vous imaginez l'amorce du plaisir que peut prendre un enfant dans le déplaisir, parce que c'est ça la définition de la jouissance. Vous savez, la jouissance en psychanalyse, ce n'est pas l'orgasme, contrairement à ce qu'on croit. Bien que l'orgasme en fasse partie, mais on peut dire que l'orgasme est une angoisse réussie. Dans le stade donc du plaisir des plaisirs que constitue ce stade anal-là, il faut imaginer que dans la demande de l'autre de se retenir, eh bien l'enfant puisse éprouver une certaine douleur à retenir ses selles pendant un certain temps et à transformer cette douleur en plaisir. Et donc là, on est dans l'amorce effectivement d'une jouissance masochique où la douleur se transforme en plaisir du déplaisir et qui est aussi de statuer sur le moment où il va faire plaisir à l'autre qui est lié à son propre plaisir du déplaisir. Mais à quel moment voyons-nous, dit Freud, s'introduire dans la pulsion sadomasochique la possibilité de la douleur? La possibilité de la douleur subie par ce qui est devenu à ce moment-là le sujet de la pulsion. C'est en temps, nous dit-il, que la boucle s'est refermée, que c'est d'un pôle à l'autre qu'il y a eu réversion, que l'autre est entré en jeu, que le sujet s'est pris pour terminus de la pulsion. À ce moment-là, la douleur entre en jeu en tant que le sujet l'éprouve de l'autre. Il deviendra, ou pourra devenir, dans cette déduction théorique à proprement parler, un sujet sadique, en tant que la boucle achevée de la pulsion aura fait entrer en jeu l'action
pulsion de l'autre, et que ce dont il s'agit dans la pulsion qui ici enfin se révèle, ce sera produit, à savoir que le chemin de la pulsion est la seule forme de transgression qui soit permise au sujet par rapport au principe du plaisir. Donc vous voyez que c'est déjà assez complexe, et le travail là de parole et d'inversion de la demande permet de comprendre que cet autre-là est toujours engagé avec nous, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire on peut jamais, j'ai entendu là l'autre jour en analyse, finalement je m'aperçois que dans tout ce qui concerne les choses importantes de ma vie, je dois décider seul. Alors oui, seul, si c'est un équivalent de sans petit autre, oui, mais ce n'est jamais sans le grand autre, puisque le grand autre, du fait que nous sommes parlants, est toujours là, toujours présent, et nous plaçons donc dans cet autre-là un pouvoir, une puissance que nous allons, enfin, plutôt un pouvoir, une puissance avec laquelle nous avons à nous interdéfinir. Puisque, dès le début, le phallus lui-même est ce qui, entre la mère et l'enfant, dans cette petite phénoménologie dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, est toujours déjà présent. Donc le phallus, je vous rappelle que à ce moment-là, nous l'appelons phallus, ou nous pouvons l'appeler nom du Père aussi. C'est tout simplement un troisième terme qui n'est pas encore visible, mais qui n'en est pas moins présent, et qui est un écart, juste un écart entre la mère et l'enfant. L'objet petit a dans le champ visuel, ressenti au regard de la structure objective, à la fonction de ce tiers terme, dont il est frappant, que littéralement les anciens ne sachent pas qu'en faire, le ratent alors que c'est quand même la chose la plus grosse qui soit. Eux aussi se trouvent entre deux. La sensation, c'est-à-dire le sujet, et puis le monde qui est senti, qu'il faille, enfin, qu'il se secoue, si on peut dire, pour faire intervenir comme troisième terme la lumière, tout simplement le foyer lumineux en tant que sont ces rayons qui se réfléchissent sur les objets, et qui, quoi? Pour nous-mêmes, qui viennent à l'intérieur de la chambre noire former une image. Ils ne sont pas que deux, il n'y a pas que la mère et l'enfant, il y a toujours, ne serait-ce que l'air qu'il y a, que cet air-là, c'est le véhicule de la parole elle-même. Quand les analysants montent les escaliers, ils sont souvent essoufflés. Ce qui les essouffle, ce n'est pas les deux petits escaliers qu'il y a à monter. C'est le fait que la parole les convoque, et la parole se sert comme médium de l'air, dans les cordes vocales qui vont faire vibrer l'air d'une certaine manière, et ce qui va nous permettre d'émettre cette parole-là. Ça n'était pas question mince ni accessoire. Quand Platon s'interrogeait s'il y avait aussi une idée de la boue, une idée de la crasse, que l'expérience analytique révèle, c'est que c'est en bien d'autres choses que de l'or que l'homme, dans l'expérience analytique, se trouve changé ce qu'il atteint en son point de vérité. L'introduction du déchet comme terme essentiel d'une des possibilités de support de l'objet petit a. Voilà quelque chose qui est ce que j'appelle une indication sans précédent. Ce statut de l'objet petit a, qui est là à la place du troisième terme voilé, et en partie indévoilable. Voilà le fait
conscience qui nous ramène à la question radicale de ce qui, au-delà du savoir, il en est par rapport au sujet d'une vérité. Donc ce troisième terme qu'il y a déjà dès le stade oral, en fait, l'enfant va devoir avoir à se définir d'une certaine manière en concurrence avec, puisque s'il veut s'identifier à l'objet du désir de l'autre, en l'occurrence la mère, c'est qu'il est en concurrence avec ce phallus-là, puisque au fond, on l'a vu dans cet échange de regards, il n'y a pas de conjonction, c'est-à-dire ce que le regard de la mère fixe va au-delà ou en deçà de l'enfant, et vice-versa, l'enfant qui se cherche dans le regard, il y a toujours un troisième terme. Vous voyez ici, nous sommes forcés de supposer construit sur support, regard et voix, qui va faire bien sûr élément dans la demande, et que si nous retrouvons ici un objet petit a, c'est pour autant l'occasion de pointer que ce qui est demandé n'est jamais qu'une place, et que ce n'est pas pour rien que place évoque ce placage qui est l'essence dont nous définissons le sein analogue du placenta, pour autant qu'il définit le rapport subjectif fondé tel qu'il convient de l'instituer dans les rapports de l'enfant et de la mère. Le rôle empossèpteur du sein entre l'enfant et la mère est en réalité rôle prévalant cet instant, que c'est en tant qu'objet petit a, en tant qu'être plaqué à sa paroi, que l'enfant sujet s'articule, que son message est reçu de la mère et qui lui est répondu. Ce qu'on demande avec ces signifiants. Voici quel est le troisième terme, et vous voyez son lien à cet autre élément petit a. Donc on peut deviner là, dès le stade oral, qu'il y a une forme déjà de sexualisation de ce stade-là, dans la mesure où il y a un écart entre le besoin, donc de nourriture, et la demande, qui est toujours une demande d'amour. Donc, d'une certaine manière, l'écart, il y est toujours. Et ce qui se reporte au stade anal, donc, c'est que le désir que l'enfant essaye de préserver, dans un premier temps, c'est comme si il n'avait d'autre mission en tête, idée en tête, que de préserver son désir. Que le désir ne doit pas être écrasé par le besoin. C'est pour ça que cette demande d'amour, elle est infinie, c'est-à-dire qu'elle se renouvelle à chaque fois. Ce n'est pas ça, en quelque sorte. C'est pas juste du lait que je demande, c'est au-delà. Parce que d'une certaine manière, c'est en visant une demande d'amour infinie qu'il préserve son désir qui est innommable. Il ne sait pas ce qu'il veut. Donc, il ne sait pas ce qu'il désire, bien sûr. Parce qu'après, nous verrons que le vouloir, plutôt la volonté et le désir, sont souvent dans une relation d'antagonisme. Pour ne pas dire le plus souvent dans une relation d'antagonisme, je veux ce que je ne désire pas et je désire ce que je ne veux pas. Donc, il essaye de préserver son désir dans cette demande infinie d'amour et de ne pas être confondu, que son désir ne soit pas écrasé par le besoin et ne pas être confondu justement avec juste cet être qui tète et dont le désir se bouche, écrasé. Il y a donc une dimension qu'il essaye de préserver. Ça se retrouve très souvent dans la clinique des enfants où, d'une certaine manière, ils sont toujours en train de préserver leur désir, c'est-à-dire la manière dont fonctionne leur appareil psychique. Le désir étant, bien sûr, soumis au principe de plaisir, principe de réalité, et donc ils font des symptômes parce que justement,
ils essayent de se protéger, de protéger ce désir-là. Mais ce désir, on va voir, va prendre une telle inclination, notamment après le stade anal, que il n'est pas impossible, comme ça arrive souvent dans le stade anal, qu'au moment de lâcher les selles, eh bien, l'enfant considère que là, d'une certaine manière, il a lâché son désir. Son désir est parti littéralement aux chiottes, c'est-à-dire dans les toilettes. Et là, à ce moment-là, c'est là que c'est intéressant, il ne peut pas s'empêcher de s'identifier lui-même à ce désir parti. Donc c'est la première amorce d'un changement de registre, cette fois installé. Le stade anal, c'est un stade d'installation, hein, on est posé sur le pot ou sur les toilettes, et donc d'installation de cette autre dimension qu'on appelle le symbolique. Parce que là, à ce moment-là, il s'identifie lui-même au désir parti dans les toilettes, mais il s'identifie sous la forme d'un symbole, c'est-à-dire que quelque chose là est parti, et ce quelque chose-là qui est son désir, eh bien, il en garde le signe, il s'en fait une représentation. Donc, il s'identifie littéralement à une merde. Donc là, bien sûr, on devine toute la clinique de l'obsessionnel derrière. C'est-à-dire que il y a une certaine auto-dévalorisation du sujet, mais qui se contrebalance par un accès au monde symbolique, c'est-à-dire au monde de la parole. Donc à ce moment-là, c'est là que vient se glisser ce qui va nous permettre de passer au stade suivant, c'est-à-dire le fait qu'il est un être profondément incomplet, à qui il manque quelque chose. Garçon ou fille, qu'il ait ou pas un pénis, là n'a aucune importance, là il n'y a pas de différenciation. Quelque chose lui manque qui se trouve du côté de l'autre. C'est-à-dire que c'est l'autre qui aurait la clé de son être, en quelque sorte. Mais attention, c'est là justement où on place effectivement cette notion de phallus qui apparaît bien avant le stade de l'Oedipe, parce que le phallus, justement, c'est à ce moment-là le signifiant par excellence, c'est-à-dire quelque chose qui signifie, et qui signifie au lieu où dans l'autre, il y a un trou. Il n'y est pas le phallus dans l'autre. Il y a juste un trou qui est formé par la question « Que suis-je » Dans le « Que suis-je » de l'enfant, puisqu'il sait qu'il n'est pas cette merde, et pourtant il s'identifie puisque c'était son désir, il y a quelque chose d'autre qui fait trou dans le système signifiant, c'est-à-dire le grand autre, et c'est là qu'apparaît pour la première fois le phallus en tant qu'il est un manque à l'intérieur même du système de signifiant. Alors ça paraît bizarre parce que comment un système signifiant peut-il posséder un manque ? Bien, c'est très simple, c'est l'origine de la question. Il n'y aurait pas de question s'il n'y avait pas un trou à ce moment-là. Donc le phallus, c'est ce qui manque aussi bien au sujet, mais ça, c'est la manière dont il se représentera plus tard, qu'il soit fille ou garçon, ce qui lui manque, bien que ce soit une représentation soit dans le monde imaginaire, c'est-à-dire petit-fille, le pénis, soit dans le monde symbolique, grand-fille, c'est-à-dire le signifiant du manque de signifiance. L'enfant se trouve là, à ce moment, dans un rapport à l'autre où, d'une certaine manière, c'est le fait de poser la question qui révèle que l'autre lui-même est troué. Là, il nous faut faire un retour donc sur cette fameuse scène de Jacopo Zucchi où Psyché devient Psyché
à partir du moment seulement où le désir la quitte. C'est-à-dire qu'elle a voulu voir le désir lui-même, le signe du désir, et il n'est pas là. Il a toujours déjà disparu dans le réel. Donc ce qui fait dire d'ailleurs à juste titre que le maniériste Jacopo Zucchi s'est servi d'un autre peintre pour peindre les fleurs. On voit que c'est pas tout à fait la même facture. Il y a autant de fleurs pour montrer que il n'y avait déjà rien. C'est-à-dire que le désir en tant que tel, il est marqué par un signifiant vide. Il n'y a rien à proprement parler dans le réel. Mais s'il n'y a rien dans le réel, c'est tout simplement parce qu'il est dans le symbolique. Mais d'être dans le symbolique, c'est-à-dire dans le langage lui-même, ne veut pas dire qu'il est le signifiant du grand A, puisqu'il manque au grand A lui-même. D'ailleurs, la fin d'une analyse, disons, oui, on peut dire ça, la fin d'une analyse s'amorce, c'est pas la fin finale, on peut dire, mais c'est l'assomption par le sujet que le grand autre lui-même est châtré. C'est-à-dire qu'il lui manque à lui-même ce signifiant phallus qui est dans la présence réelle absente. C'est pour ça que dans une des représentations de la clinique de Beauvais, par exemple, une femme obsessionnelle, ce qui est plutôt rare, enfin disons, il y a des traits d'obsessionnalité chez les femmes, mais disons un caractère obsessionnel comme celle qu'il dépeint, c'est plutôt du côté masculin, eh bien elle va toujours surimposer des attributs génitaux au-dessus de l'hostie ou de l'image du Christ. Et en fait, elle est dans cette espèce de représentation-là du phallus imaginaire où elle essaye de forcer avec l'imaginaire le symbolique. Parce que le caractère, disons, obsessionnel, vous savez, c'est d'éloigner, de nier, de dénier même le grand autre, c'est-à-dire le lieu des signifiants, pour tout donner au petit autre. Plutôt, tout donner au petit autre pour dénier le grand autre. Donc, c'est pas pour rien que les faux psychanalystes ou les philosophes, etc., sont toujours dans ce déni du grand autre-là, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un Staline ou quelqu'un comme ça au pouvoir, c'est-à-dire un comme eux, dont ils pourraient être eux, en fait, le représentant. Mais ce qu'ils n'acceptent pas, c'est que ce grand autre-là soit castré. C'est-à-dire qu'il ne possède pas le phallus. Donc le phallus est effectivement cette représentation sans représentation. Et Freud est très formel là-dessus. En fait, ce qu'il s'agit pour nous de considérer comme réalité n'est pas une réalité de la présence réelle qui est marquée dans le rêve de cette patiente de Beauvais par un père qui se masturbe. Donc c'est l'abomination, c'est vraiment l'insulte de la présence réelle qui, par son excès, vient montrer que ce qui compte, c'est le signe de l'absence. Vous vous souvenez que la différence entre un signifiant et un signe, c'est que le signe, c'est quelque chose, le signe représente quelque chose pour quelqu'un. Et donc, ça vient marquer le lieu d'une absence. Et là, tout de suite, on se retrouve bien sûr avec le cas du petit Hans, avec son histoire de girafe, où il y a la girafe, et puis il y a le dessin de la girafe, donc la représentation de la girafe. Et en fait, il peut la froisser, s'asseoir dessus, etc. Et là, on voit comment fonctionne l'économie du phallus. C'est-à-dire que c'est le passage au niveau de la représentation, et quand je dis que Freud est très clair là-dessus, c'est parce que pour lui, la réalité se constitue non pas de la présence réelle, mais du signe. C'est une réalité faite de signes. Et le phallus, on peut dire que parmi les signifiants, c'est le seul qui a une valeur de symbole, c'est-à-dire le signe d'une absence. C'est le signifiant de tous les signifiants. C'est pour ça que c'est le signifiant du désir, et c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans le champ de vision de Psyché éclairant
est prête à couper quelque chose, mais il n'y a rien à couper parce que dans le réel, il a toujours disparu, il est toujours déjà ailleurs. Donc c'est un signifiant, c'est le signifiant même, donc qui se marque S comme ça, et qu'on peut barrer comme ça. Vous avez compris ce que c'était, c'est-à-dire que c'est le sujet lui-même qui prend la place de ce signifiant de l'absence, puisque dans la chaîne de signifiants, le sujet va s'interposer entre deux signifiants, toujours représenté par un signifiant pour un autre qui ne le représente pas. Et donc, il est ce signifiant manquant. Donc, ce que nous ne faisons que chercher dans le monde, ce fameux objet génital qui a parasité l'esprit un peu faible de tous les pseudo-psychanalystes du début du siècle, comme quoi une fin d'analyse, ce serait de trouver son objet génital, c'est absurde, puisqu'il n'y a pas d'objet génital, puisque le sujet ne fait que se chercher lui-même sous le mode d'apparition d'un objet, mais cet objet-là n'étant pas à entendre au sens matériel du terme, mais au sens strict, étymologique, donc de ce qui est jeté devant, mais qui ne se voit pas, qui n'apparaît pas, qui est absent dans sa présence. C'est la présence de l'absence, c'est l'absence de la présence qui est le signifiant phallique lui-même. Et le signifiant phallique, donc, l'enfant le retrouve comme projection dans... Là, Lacan reprend les termes de Mélanie Klein, le corps de la mère en tant que contenant qui contient toutes sortes de choses, dont quelque chose qui est à la fois menaçant et agressif, qui est le phallus, puisqu'il est attribué au père et il vient faire concurrence à l'enfant. Donc l'enfant a quelque chose à voir avec ce phallus par qui il est attiré d'une certaine manière, mais qu'il craint et qu'il trouve agressif et avec lequel il ne veut rien avoir à faire. Donc la meilleure façon de faire avec ça, avec cette situation paradoxale, c'est de passer du désir qui est parti aux chiottes au fait de mettre ce phallus à l'abri. Donc de faire recel du signifiant. Là, vous avez quand même la base de discours universitaire, hein, quand même faire recel du signifiant maître, c'est vraiment la base du discours qui domine, pas en tant que c'est celui qu'on entend tous les jours, mais qui, par sa copulation perverse avec le discours du maître, a donné le discours capitaliste et qui fait que la plupart des soi-disant scientifiques sont de vrais idiots, parce qu'ils ne questionnent jamais d'où ils parlent, c'est-à-dire de quel signifiant ils font recel pour pouvoir statuer sur le monde tel qu'ils le présentent comme étant objectivement valable pour chacun de nous, ce qui est absurde puisque chacun ne peut voir le monde qu'à partir de la fenêtre de son fantasme. Donc il y a autant de monde qu'il y a de sujets. Donc ce signifiant, pour comprendre comment ça fonctionne, là il est nécessaire de revenir sur la clinique d'Elia Sharp. Parce que cette clinique d'Elia Sharp, elle est absolument remarquable, et d'autant plus remarquable quand Lacan en fait une critique très serrée à partir du séminaire Le désir et son interprétation. Alors je vous rappelle un peu le thème du rêve, là, parce que ça s'appelle, je ne sais plus comment, Dreamings... théorie ou un truc comme ça, enfin c'est pas tout à fait ça, mais c'est après Freud, elle fait un livre sur l'interprétation des rêves, et elle livre le cas de ce patient qui est un grand avocat, qui a beaucoup de talent, qui est très fort, qui a une sorte de maîtrise de lui-même extraordinaire, mais dont le père est mort à 3 ans, quand il avait 3 ans. Et là, la parole qu'il entend, c'est son père qui dit, peut-être à sa mère ou à la gouvernante, je ne m'en souviens plus, « Je voudrais qu'il soit à ma place, qu'il prenne ma place. » Donc, évidemment, le père pense en tant qu'avocat, représentant d'une position sociale élevée, etc. Mais pour l'enfant de 3 ans, c'est le mort qu'il entend. Donc, il faudrait qu'il soit mort.
comment je peux faire pour éviter ça à 3 ans? Et donc il va mettre en place toute une stratégie, mais absolument décrite avec une minutie. Je ne vais pas vous le refaire ici parce que ça vaut le coup de lire le constat d'Elia Sharp et encore plus l'interprétation qu'en fait Lacan, parce que là ça devient vraiment jubilatoire, tellement chaque détail compte. Tout ça pour vous dire que à la fin donc de ce rêve-là où il va avec sa femme en Europe et with his wife in Europe. Et Lacan dit, mais en anglais comme en français, on va en Europe avec sa femme, on va pas avec sa femme en Europe. Donc cette inversion lui fait tendre l'oreille là. Et d'une certaine manière, il va remonter toute la filière symbolique de ses récits et de ses rêves pour arriver à saisir comment cet analysant-là, d'Elia Sharp, a mis sous scellé le signifiant phallique jusqu'à l'identifier à sa propre femme. C'est-à-dire qu'il a le phallus en bonne garde, c'est sa femme à côté de lui. Donc pour vous dire le nombre de formes que peut prendre ce phallus-là, et comment il se représente entre un phi qui est majuscule et qui est le manque dans le symbolique, c'est-à-dire l'écart tout simplement entre deux signifiants, là où se glissait le sujet, et puis le phallus imaginaire en tant qu'il est souvent représenté comme un pénis en érection. Mais ce n'est pas pour autant identifiable à un pénis en érection. Par exemple, pour le petit Hans, il se rend compte, le petit Hans, en fait, que il y a beaucoup moins de crédit et de plaisir accordé par sa mère à son propre désir, à lui, puisqu'elle le repousse, elle lui menace de le couper, etc., que de fascination pour son appareil génital, c'est-à-dire son pénis. Donc il y a une distinction là entre les deux, au point où, si vous imaginez un commerce sexuel entre des adultes vus par un enfant, selon la 3e théorie sexuelle infantile de Freud, quand il voit donc les parents en plein coït, par exemple, et qu'il les surprend, que les parents s'arrêtent. Les enfants voient tout, ils remarquent tout, vous le savez. Ils voient qu'il y a quelque chose qui a disparu. Ce quelque chose qui a disparu, il ne peut pas, dans un premier temps, l'assimiler à cette représentation à géométrie variable qu'on fait du pénis devenant un pénis en érection, un phallus gros, par rapport à un vivimacher, comme dit le petit Hans, c'est-à-dire un fait pipi. Hein. Et donc il y a quelque chose qui a disparu là. Mais où c'est passé? C'est-à-dire le phallus, c'est vraiment le signifiant qui disparaît tout le temps. C'est pour ça que lui, il arrive à résoudre le problème en imaginant à la fin de son analyse que c'est quelque chose que le plombier peut visser ou dévisser, puisque est-ce qu'il est incarné, est-ce qu'il est accroché à la chair, ce qui lui semble quand lui il a une érection, mais quand il disparaît comme ça, où est-ce qu'il va? Comme dit le poète Paul Celan, quand la neige fond, où va le blanc? Il manifeste la question d'une disparition. Donc cette disparition, en psychanalyse, elle s'appelle aphanésis. Phané, c'est la lumière. Donc, l'épiphanie, c'est la lumière dessus qui fait apparaître quelque chose. Et l'aphanésis, ça veut dire que la lumière disparaît, et donc la vision de l'objet disparaît. Alors, cette théorie de l'aphanésis, elle est présentée par Jones, mais Lacan la critique, puisque pour la théorie de l'aphanésis, qui est intéressante quand même chez Jones, mais pour lui c'est le sujet qui disparaît, alors que c'est le phallus, c'est-à-dire c'est le signifiant lui-même qui disparaît et qui manifeste un trou dans la chaîne signifiante. Et donc le grand A lui-même en tant que lieu des signifiants est un grand A barré, parce que le signifiant phallus, il ne l'a pas non plus. Et la fin de l'analyse, c'est effectivement l'assomption en soi et pour soi de ce grand autre barré. C'est-à-dire, ça correspond exactement au Christ sur la croix et son Eli Eli lama sabachthani. C'est-à-dire qu'il n'y a
plus personne sur qui compter. Il ne peut plus y avoir de petit a représentant de ce phallus-là, puisque il est déjà barré. Donc je l'ai déjà intégré. Il est déjà partie prenante de mon intériorité, et l'intimité la plus intime de mon intériorité, c'est déjà ce phallus-là qui manque à la chaîne langagière et qui permet que je sois dans une quête désirante de mon sujet à l'extérieur. Donc vous comprenez mieux pourquoi Alcibiade, qui voulait absolument que Socrate lui montre, fasse signe de son désir pour lui, m'accache, bien sûr, puisque Socrate est déjà là dans la position du désir de l'analyste. C'est-à-dire, il ne va pas lui montrer son désir, puisque c'est ce qui est le signifiant du désir, et justement ce qui n'est pas montrable, puisqu'il manque à sa place, ce que ne fait que représenter ce magnifique tableau maniériste de Jacopo Zucchi. Donc, ce phallus-là, l'intégration de cette notion de manque, que nous sommes a priori des êtres manquants, est ce qui va permettre le passage, donc, cette fois, au stade génital, puisque c'est en tant que manquant que je peux rencontrer un autre, cette fois petit a, qui, autant que moi, est manquant, même s'il est de l'autre sexe, puisque, qu'on soit fille ou garçon, de toute façon, nous sommes marqués par ce signifiant du manque qu'est le phallus, et qui est le signifiant, donc, de la castration, bien sûr. Puisque la castration n'est rien d'autre que le manque imaginaire d'un objet symbolique. Donc vous avez là la définition précise du fait que la castration a toujours déjà eu lieu, et elle ne se reconstruit que rétroactivement, pour laisser place, là c'est très important la manière dont Lacan articule frustration, privation et castration, parce que la différence bien sûr c'est que les filles vont se retrouver du côté de la privation, les garçons du côté de la frustration. C'est-à-dire que ils l'ont, mais qu'est-ce qu'ils en font, hein? Et puis les filles, elles, se disent, mais comment ces crétins qui l'ont peuvent rester aussi crétins que ça, j'en ferais bien autre chose, mais moi j'en suis privé. Alors, là, il y a une très belle anecdote de Françoise Dolto, là, quand une petite fille lui demande, mais est-ce que j'en aurai un plus tard? Françoise Dolto dit, bah oui, bien sûr, si tu es sage. Et si je suis pas sage, bah tu en auras plusieurs. Donc, le fait d'embrasser plusieurs crapauds avant de trouver le prince, là, elle trouve sa manifestation dans le fait des petits a qui deviennent petit a1, petit a2, petit a3, etc. Donc cet objet petit a, qui est le représentant dans le fantasme du corrélatif du sujet barré, va prendre pour nous, dans le désir, plusieurs formes différentes. Et il s'agit bien sûr, puisque la castration est là, pour nous que ces expériences-là soient saisies comme un instant du monde que nous amenons à la parole, enfin, afin d'en faire un acheminement vers notre propre désir qui se déplace de telle manière qu'il n'y a plus cette déception liée au désir, puisque nous passons de cette tragédie d'un objet qui ne correspond jamais à la possibilité d'un amour. C'est-à-dire que cet être manquant, incomplet, etc., eh bien, en dépit de ses défauts, mais peut-être même à cause de ses défauts, eh bien, c'est celui-là que j'aime, d'une certaine manière. Donc, l'assomption ou le triomphe de l'amour, c'est justement cette possibilité de passer de ce désir avide et tragique au retour de la pulsion, cette fois réellement comique, au sens où la pulsion n'arrête pas d'échouer, hein, n'arrête pas de faire le tour de l'objet,
mais sans jamais le viser expressément, puisqu'elle prend sa jouissance dans le tour qu'elle fait. Et donc là, nous sortons et nous revenons à une possibilité qui est ancienne, beaucoup plus ancienne, où l'objet n'était pas encore formé. Et c'est là où, justement, l'enseignement de Lacan prend bien sûr sa ligne directement dans le corpus freudien, mais il y a aussi cette formation donc, où il crédite Kojève d'avoir été son seul maître, de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, où un petit texte merveilleux de Hegel nous fait comprendre ce qu'il en est de l'illusion de la substance de l'objet. C'est-à-dire, cet objet n'est pas un objet du monde réel, concret, comme ça. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est un objet en tant que c'est devant nous. Mais c'est tout ce qu'on va y mettre, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, puisque nous ne faisons que rechercher notre sujet. Donc, je vais vous lire ce petit passage. Alors, c'est bien sûr dans la phénoménologie de l'esprit, dans une traduction de Jean Hippolyte. Il est clair alors que derrière le rideau, comme on dit, qui doit recouvrir l'intérieur, il n'y a rien à voir, à moins que nous ne pénétrions nous-mêmes derrière lui, tant pour qu'il y ait quelqu'un pour voir, que pour qu'il y ait quelque chose à voir. Et à cette note est ajouté, je cite, « Le dedans des choses est une construction de l'esprit. Si nous essayons de soulever le voile qui recouvre le réel, nous n'y retrouverons que nous-mêmes, l'activité universalisatrice de l'esprit que nous appelons entendement. » Ça, c'est exactement ce que démontre la psychanalyse, mais surtout, elle y donne accès par l'aspect clinique. C'est-à-dire qu'à la différence donc du discours universitaire dont se qualifie l'approche philosophique, qui est une approche, je dirais, du balcon. On se met sur le balcon et on décrit le monde en oubliant que c'est nous qui le décrivons depuis le balcon où on se place. Tandis que dans l'expérience analytique, on ne peut pas se mettre sur le balcon, puisque déjà on est sur le divan, et le divan il est rarement sur un balcon, et quand on est sur le divan, c'est que l'autre est intégralement notre propre intériorité qu'on a barrée par des nœuds de signifiants, pour empêcher justement d'avoir accès à ce phallus qu'on a conservé comme on met à l'écart quelque chose pour s'en protéger d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'on va faire en sorte d'esquiver, de résister, etc. Parce que d'une certaine manière, comme psyché ne devient psyché qu'au moment où elle perd cette jouissance qui était liée à la présence du désir, au moment où elle veut le voir, elle le perd, eh bien, de la même manière, nous avons perdu un objet et nous le recherchons vainement dans le monde parce qu'il a déjà sa place en nous et qu'en fait, c'est sa place qui s'est substituée à l'objet lui-même. Donc, il s'agit pour nous de réintégrer l'objet à sa place, c'est-à-dire de le faire advenir à la parole. Parce que si la parole, c'est aussi ce qui sort devant. C'est-à-dire que d'une certaine manière, au lieu d'être quelque chose qui nous regarde et qui vient vers nous comme ça, nous amenons quelque chose à venir devant nous. C'est-à-dire que nous essayons de voir à quel point ce n'est pas notre objet, parce que ce n'est jamais ça non plus que nous disons par la parole. Donc il faut y revenir à chaque fois, puisque je me suis encore trompé. Et l'analysant, lui, commence à le sentir, à le savoir que les mots, non seulement ne correspondent pas aux choses, mais ils ne se correspondent pas non plus à eux-mêmes. C'est-à-dire le système du signifiant dans lequel nous parlons, le grand A, il est inconsistant, il est miné. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système-là. Et là, petit à petit, s'approche donc le vide
c'est-à-dire la place même que vient occuper le sujet, qui se trouve exposé par l'analysant lui-même dans les creux, dans les vides de sa parole. Et l'assomption de cette place-là marque cette fois donc la fin de l'analyse, en tout cas celle qui est finissable avec un analyse, parce que c'est une analyse quand même infinie, mais il n'y a plus besoin à ce moment-là d'aller voir un analyste compétent, c'est-à-dire qui vous fait entendre quelque chose de votre désir, parce que à ce moment-là, vous avez identifié la source de vos symptômes en tant que cette source était l'inadéquation d'une place avec quelque chose censé occuper cette place, mais que vous continuez à chercher dans le monde, alors que ce qu'il y a dans le monde, ce ne sont que des représentations. Et c'est ça le secret. Le secret, c'est penser à ce dessin de girafe du petit Hans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça devient insignifiant, alors là il y a une équivoque signifiante justement entre insignifiant et insignifiant, eh bien nous faisons toujours recel de ce signifiant du manque en pensant que quelqu'un ou quelque chose d'autre va venir combler notre manque. Notre manque est définitivement incomblable puisque c'est la cause de notre désir et c'est par où nous désirons, c'est ce qui nous constitue nous-mêmes en tant que désirant, comme être de parole. Et évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, au moment précis où psyché devient psyché, c'est-à-dire perd le désir, au moment précis où nous commençons à parler, nous mentons. Le mensonge vient comme un mot à la place d'une chose et nous y croyons. Donc on ment sans savoir comment, mais tout en le sachant quand même un peu, parce que c'est inscrit dans l'inconscient. Et ça, c'est ce qui peut se révéler au cours des séances dans la cure, c'est-à-dire découvrir la supercherie ou la superchérie de ce qui nous a constitué comme être de parole, toujours déjà englué dans un mensonge, et on se ment sur notre propre histoire, même quand il nous semble dire la vérité, et le fait de pouvoir distinguer et dissocier la place de ce qui vient l'occuper réellement et aussi l'inconsistance de l'autre barré, comme cette image du Christ sur la croix, eh bien là, il y a l'assomption du sujet de l'inconscient et donc une possibilité cette fois ouverte de notre véritable acheminement vers notre parole, c'est-à-dire notre être en tant qu'il est délégué à la parole. Notre être, nous n'y avons pas accès. Ce n'est qu'un être de sujet. Nous sommes des êtres de parole qui sont pris dans un appareil psychique, commandés par un principe de plaisir et un principe de réalité, et sans cette vision, disons, de l'alpha et de l'oméga de la psychanalyse, c'est impossible d'entrer dans la technique analytique, puisque au nom de quoi cette technique va-t-elle se faire s'il n'y a pas une possibilité de voir son origine et sa finalité? Est-ce qu'il y a une autre finalité sur Terre que l'homme devienne homme? Et qu'est-ce qu'un homme si ce n'est ce mammifère, cet animal qui n'est pas seulement sensible à la parole, mais qui en est le porteur, donc le dépositaire et donc le responsable de la parole. C'est ce qui fait que, vous le remarquerez, si vous n'avez aucune agressivité envers les animaux viennent toujours vers l'homme, parce que les animaux comptent sur l'homme parce qu'il est celui qui représente la parole, c'est au-delà. Eux, ils sont sacrifiés dans leur forme en ne pouvant pas parler, tandis que nous pouvons apprendre à parler, c'est-à-dire à nous diriger dans notre désir et à faire notre désir un désir décidé, non pas contradictoire à notre volonté, mais un désir en accord avec notre volonté de devenir humain. Voilà la base de la psychanalyse en tant qu'elle est dominée par cette économie du phallus qui est un signifiant, mais ce signifiant qui ne signifie rien, c'est-à-dire qui signifie le rien, le vide, le trou par lequel s'annonce notre liberté. C'est pour ça que la liberté est chevillée en nous et que les enfants, après avoir voulu sauver leur désir, disons jusqu'au stade anal, ce qu'ils vont essayer, c'est de conserver non pas le phallus, mais
une image, une représentation du phallus, qu'ils vont mettre à l'abri pour se protéger le cas échéant. Et donc là, franchement, je ne saurais trop vous conseiller de lire ou de relire cette analyse du patient d'Elia Sharp qui fait, avant de rentrer en séance, juste pour se signaler à lui-même, mais signaler aussi à son analyste, que là où il émet quelque chose avec son bloc audio-vocal, c'est-à-dire là où il parle, eh bien, il n'est pas là. Parce que ça remonte, vous allez voir, quand, pour prévenir le fait que son frère est avec sa girlfriend dans la chambre d'à côté, il fait un petit bruit pour ne pas les surprendre, etc. Et c'est sa manière à lui de dire que quand il parle, c'est là où il n'est pas, justement. Il ment, il se ment, il fait croire qu'il est celui qui parle, mais en fait, c'est juste pour dire qu'il n'est pas là. Évidemment, le passage le plus savoureux, c'est celui où il fait un aboiement de chien pour faire croire, dans une pièce où il ne devrait pas être, qu'effectivement, il n'y est pas, puisque c'est un chien qui aboie, le chien qui fait « ouah-ouah », comme dit Lacan. Et donc, je pense où je ne suis pas, et je suis où je ne pense pas, cette dialectique de l'être avec la parole, avec le dire, c'est vraiment ce qui va marquer le signifiant phallus en tant que nous ne pouvons pas l'avoir ou l'être. Il s'agit de choisir. C'est-à-dire, il y a une interdiction radicale à être et avoir en même temps. Donc, il y a une formule qui dit « je ne peux pas être sans l'avoir ». Donc, qui s'entend dans toutes les nuances que présente la langue française dans cette manière de dire là. Mais, donc il y a ceux qui vont s'imaginer qu'ils l'ont, donc les garçons, et celles qui vont s'imaginer qu'elles le sont, c'est-à-dire les filles. Et là réside la véritable sexuation. La sexuation, elle a quelque chose à voir avec la castration en tant qu'elle est ce manque imaginaire de l'objet symbolique, donc de notre rapport au langage. Et là, nous sommes parfaitement dans une équité, c'est pas une égalité, mais nous en sommes privés, chacun. Donc, c'est pour ça que faire reposer la sexuation sur ces conneries de genrisme, là, cette bêtise bêtifiante et pontifiante de la philosophie américaine, là, à la suite de Judith Butler et tous ces crétins de psychanalystes illettrés qui se sont engouffrés dans ce truc-là, mais c'est une erreur, mais c'est l'inverse de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est ailleurs que ça se passe, c'est dans le rapport à la parole, et la parole a quelque chose à voir avec le phallus, parce que la parole, c'est quelque chose de très menaçant, de très agressif. Il n'y a pas plus violent que la parole. Ça, je vous renverrai à un autre texte de Hegel qui est sur la parole qui est la violence absolue. L'existence du pur concept dans lequel l'esprit a fui son corps est un individu qu'il se choisit comme récipient de sa douleur. Il est, chez cet individu, comme son universel, et la puissance qui le tient, celle-là même dont celui-ci endure la violence, comme son pathos, auquel sa conscience de soi s'abandonne et, ce faisant, perd la liberté. Mais la puissance positive de l'universalité dont nous parlions est contrainte par le soi-même pur de l'individu qui, lui, est la puissance négative. Cette activité pure, consciente de la force qu'elle a et ne saurait perdre, combat avec l'essence non affigurée. En devenant maître, elle a fait du pathos sa matière et s'est donné son contenu. Et cette unité surgit comme œuvre, comme l'esprit universel, individualisé et représenté. Hegel, Phénoménologie de l'esprit, chapitre 7. Si pour Kant, les enfants doivent être éduqués avec soin et soumis à une discipline stricte, c'est qu'en tant qu'humains, nous sommes prédisposés à une violence excessive qui n'existe pas chez l'animal. Le fautif a pour nom Begriffe,
qui dans la langue de Goethe se traduit par concept. Et, force est de le reconnaître, le français ne rend pas aussi bien l'impression de prise et même d'emprise qui s'entend dans le Begriff allemand. Pour Kojève, Hegel aurait dit que toute compréhension conceptuelle, begreifen, équivaut à un meurtre. Impossible de retrouver telle quelle cette proposition dans la phénoménologie de l'esprit. Rappelons donc ce qui était en jeu pour Hegel tel que le rapporte Alexandre Kojève. Tant que le sens ou l'essence, le concept, le logos, l'idée, etc. est incarné dans une entité existant empiriquement, ce sens ou cette essence ainsi que cette entité vivent. Tant que, par exemple, le sens ou l'essence chien est incarné dans une entité sensible, ce sens, essence, vit. C'est le chien réel, le chien vivant qui court, aboie et mange. Mais lorsque le sens, l'essence, chien, passe dans le mot chien, c'est-à-dire devient concept abstrait qui est différent de la réalité sensible qu'il révèle par son sens, le sens, l'essence meurt. Le mot chien ne court pas, n'aboie pas, ne mange pas. En lui, le sens, l'essence cesse de vivre, c'est-à-dire qu'elle meurt. Et c'est pourquoi la compréhension conceptuelle de la réalité empirique équivaut à un meurtre. Certes, Hegel sait fort bien qu'il ne faut pas tuer un chien pour le comprendre dans son concept, c'est-à-dire pour le nommer ou le définir, et qu'il ne faut pas non plus attendre qu'il meure effectivement pour pouvoir le faire. Seulement, dit Hegel, si le chien n'était pas mortel, c'est-à-dire essentiellement fini ou limité quant à sa durée, on ne pourrait pas détacher de lui son concept, c'est-à-dire faire passer dans le mot non vivant le sens, l'essence qui est incarné dans le chien réel, dans le mot doué d'un sens, c'est-à-dire dans le concept abstrait, dans le concept qui existe non pas dans le chien qui le réalise, mais dans l'homme qui le pense, c'est-à-dire dans autre chose que dans la réalité sensible que le concept révèle par son sens. Le concept chien, qui est mon concept du chien, le concept qui est autre chose donc que le chien vivant, et qui se rapporte à un chien vivant comme à une réalité extérieure. Ce concept abstrait n'est possible que si le chien est essentiellement mortel, c'est-à-dire si le chien meurt ou s'anéantit à chaque instant de son existence. Or, ce chien qui s'anéantit à chaque instant, c'est précisément le chien qui dure dans le temps, qui cesse à chaque instant de vivre ou d'exister dans le présent pour s'anéantir dans le passé ou s'anéantir en tant que passé. Si le chien était éternel, s'il existait en dehors du temps, ou sans temps, le concept chien ne serait jamais détaché du chien lui-même. L'existence empirique, Dasein, du concept chien, serait le chien vivant et non le mot chien, pensé ou prononcé. Il n'y aurait donc pas de discours, logos, dans le monde. Le concept mot se détache du hic et nunc sensible, mais il ne peut s'en détacher que parce que le hic et nunc, c'est-à-dire parce que l'être spatial est temporel, parce qu'il s'anéantit dans le passé, et le réel, qui disparaît dans le passé, se maintient en tant que non réel dans le présent sous la forme du mot-concept. L'univers du discours, le monde des idées, est l'arc-en-ciel permanent qui se forme au-dessus d'une cataracte, et la cataracte, c'est le réel temporel qui s'anéantit dans le néant du passé. Il découle de ces éclaircissements que ce que Kant a appelé loi n'a pas pour fonction de réguler notre nature, mais bien plutôt de s'appliquer précisément à ce surplus non naturel, l'accès qui nous est ouvert au Begriff, notre Begreifen, et donc la parole dont elle réplique les caractéristiques principales d'excès et de contrainte. Si la violence humaine est sans comparaison avec celle des animaux, c'est parce que l'être humain sont colonisés et ravagés par le langage. Hegel est donc fondé à dire que la plus grande violence est celle qui consiste en la symbolisation d'une chose, sa mise en mots, qui peut être comparée à une mise à mort. La violence opère à plusieurs niveaux. Le langage simplifie la chose qu'il décrit, l'extrait de son environnement naturel,
la réduit à une simple caractéristique, la démembre, détruit son unité organique, traite ses parties et ses propriétés comme si elles étaient autonomes, et finit par l'importer dans un champ de signification qui lui est radicalement exogène. L'homme, voué au langage en tant qu'il est porteur de la parole, comment s'étonner que face à sa violence potentielle, qui est celle de la parole elle-même, les prédateurs les plus féroces reculent, horrifiés. Donc la puissance de la parole, son agressivité, et en même temps ce que nous devons nous improviser, puisque c'est notre destin de devenir ceux qui tiennent leur parole, ceux qui portent la parole, ceux qui représentent la parole, que ce soit pour les autres humains ou même pour les autres espèces de la planète, dont nous avons la responsabilité, pas la domination et l'exploitation, mais la responsabilité de toutes les espèces de cette planète en tant qu'être de parole. Sans cette dimension-là, disons, de redéfinition de l'être humain, pour rigoler, eh bien, il n'y a pas vraiment de psychanalyse.